Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Nexant? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie, d'accord? Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Et je ne peux pas également vous garantir que nous avons ici une compagnie de qualité, d'accord? Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés. Donc, ici, on va aller directement dans les rapports financiers, dans les états financiers. Donc, n'oubliez pas, l'étude ici sera basée sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende si du dividende il y a. Donc, ici, on essaie de déterminer combien est-ce que peut valoir cette entreprise-ci. Donc, on va rechercher ces éléments-ci dans le bilan. Alors, on regarde ici premièrement le revenu. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est le revenu. On va aller sur le revenu ici. Donc, quelle est la croissance du revenu sur les 5, 3, 10 dernières années ici? Donc, je vais sur mon Insta pour aller rechercher cette information-là. Donc, voilà. Alors, sur les 10 dernières années, on a une croissance du revenu ici, en prenant ici, voilà. Donc, sur les 10 dernières années, on a 4,85% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 4,87%. Et sur les 3 dernières, on a 4,35%. Donc, la croissance tend à rester stable. Mais attention, vous constatez ici qu'en 2020, il y a eu une baisse généralisée. Mais regardez, en 2019, on avait plutôt une croissance sur les 5 dernières années de 2,28 et sur les 10 dernières de 5,28 et sur les 5 dernières de 1,02. Donc la croissance tendait à diminuer. Donc ce n'est pas une croissance qui est assez stable. Vous constatez ici que quand on regarde Nexans sur une longue période de temps ici, d'accord, par rapport à ce revenu-là, il est plutôt stable. D'accord. Enfin, au mois de décembre 2021, on était aux alentours de 8 milliards par là. Est-ce que c'est le véritable montant? Donc, je vais le mettre ici en euros. Voilà, c'est plus facile. On était à peu près 7 milliards 374. Donc, voilà, c'est pas une compagnie il n'y a pas une croissance exagérée ici. Donc, c'est plutôt une compagnie qui arrive à se maintenir tant bien que mal. Donc, maintenant, on doit essayer d'estimer quelle est la croissance, quel est le revenu qu'on pourrait prendre ici. Parce qu'on peut avoir 7 milliards ici, demain, on va avoir 6 milliards, après, demain, on aura 6 milliards 400. Donc, il faut déjà savoir pourquoi est-ce que ce revenu varie pour avoir le maximum de confiance possible quand vous essayez de faire une évaluation. Donc, ici, où est-ce que je vais me situer? Et déjà, je vais vous dire, OK, personnellement, je vais me mettre à 7 milliards de revenus. Je ne prendrai pas les revenus actuels parce que je n'ai aucune garantie que ces revenus-là soient durables. Le passif de la compagnie ne parle pas, mais également pas avoir des revenus ici élevés parce qu'on a peut-être fait une acquisition. Donc il faut aller regarder pourquoi est-ce qu'on a des revenus à peu près de 7 milliards ici aujourd'hui et se poser la question si ces revenus-là sont durables. Quand je regarde ici, on a 7 milliards 370. Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Donc, je vais mettre 7 milliards parce que j'essaie de me protéger au maximum. De toutes les façons, je ne dirais pas que c'est une compagnie cyclique, mais voilà, ce n'est pas une compagnie avec un revenu extraordinaire. Donc, déjà, il faut aller voir le revenu dépend de quoi. Donc, croissance des revenus, je mettrai zéro. D'accord. La dette nette ici, je vous ai dit, vous faites le calcul valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Donc, on va aller directement sur le logiciel ici. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous donne à peu près moins 39 millions. Donc, l'entreprise a presque pas de dette du tout. D'accord. Quand on regarde ici, voilà, on peut le regarder également ici avec ce logiciel-ci. Donc ici, les résultats sont présentés au mois de décembre 2021. Donc ici, si l'entreprise a présenté des résultats sur les 6 derniers mois, surtout au niveau du bilan, l'impact ne sera pas affiché ici, d'accord? Dans tous les cas de figure, ça ne change, bon, je ne dirais pas que ça ne change pas énormément la valeur, sauf s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dernièrement. D'accord. Donc, je vais juste vérifier ici sur le quarterly quels sont les derniers résultats qu'on a ici avec mon Insta. La même chose au mois de 2021 uniquement. On a juste des résultats de 2021. Donc, il faut aller vérifier les rapports financiers ici de Nexans si on a eu quelque chose de nouveau depuis le temps. Mais bon, le passif de l'entreprise ici nous permet de penser qu'on est à peu près, on reste au niveau des 7 milliards par là. Alors, ici, donc on a à peu près 39 millions ici en termes de dette nette. Donc, quand on regarde avec ce logiciel-ci, en faisant le cash ici, moins la dette ici, on a à peu près quelque chose comme 300 millions. Donc, il y a peut-être des changements ici, il y a peut-être d'autres ajustements à faire. Donc, dans ce logiciel-ci, qu'est-ce qu'ils prennent en considération? Alors, ils mettent 900 millions ici en termes de cash. Pourtant, ici, on a combien en termes de cash? On a 1100. Donc, déjà, il faut savoir qu'est-ce qui est comptabilisé dans ce cash-ci. Dans tous les cas de figure, voilà. Si on a plus de cash, d'accord, donc notre évaluation ici aura tendance à légèrement sous-évaluer l'entreprise, d'accord, mais voilà, ça ne peut pas de grand chose, il n'y aura pas grand chose, il n'y a pas une grosse différence non plus. Donc, on continue. On a ici notre dette nette ici qui sera aux alentours de moins 39 milliards, 39 millions plutôt, excusez-moi. Le PER. Alors, déjà, il faut savoir qu'est-ce que l'entreprise fait. Donc, je pourrais regarder ici les PER moyens, qu'est-ce que le marché a tendance à payer en moyenne uniquement pour cette entreprise-ci.
Donc, on va essayer de regarder Morningstar s'ils n'ont pas trop changé cette partie-là. Donc, ici, les PER, voilà. Déjà, il faut qu'on ait des bénéfices nets assez stables pour avoir les PER qui nous donnent quelque chose d'à peu près gérable. Donc, ici, les 5 dernières années, c'est 27 fois les bénéfices. Je ne payerai pas 27 fois les bénéfices pour cette entreprise, jamais de la vie. Il y a quelque chose ici je ne me suis pas en confiance pour payer 27 fois les bénéfices sur une entreprise où il n'y a pas de croissance. Et encore, on n'a pas encore vu les marges. Bien évidemment, avant de présenter la vidéo ici, j'ai regardé les marges de cette compagnie-ci. Par rapport à son industrie, ici, on est ici plutôt dans la fourniture des produits électriques. Donc, voilà, je ne dirais, on ne va pas la comparer à un Schneider. C'est clairement un cran en dessous de Schneider, un peu plus bas que ça parce que voilà, on ne peut pas la mettre au même niveau que Schneider. Donc ici, on va aller regarder au niveau de Guru Focus. Je vous ai dit que bon, sur Guru Focus, vous pouvez avoir à peu près une idée générale d'à peu près à combien s'échangent des entreprises qui sont déjà dans le même secteur d'activité. Je vous ai dit que le PER n'a de valeur que quand vous le prenez sur une longue période de temps. Non seulement pour l'entreprise, mais également par rapport à son industrie, d'accord? Il ne faut pas prendre les PER actuels, ça ne vaut rien. Si l'industrie est sous-évaluée, vous aurez des PER qui sous-évaluent l'entreprise également. Si l'industrie est surévaluée, les PER également seront très, très élevés. Donc, il ne faut pas prendre des PER ponctuels. Donc, ici, quand j'arrive là, Industrial, je vais ici, vu que c'est fourniture d'équipement, donc c'est Industrial Product, donc en Europe, principalement. Donc, ici, Business Equipment, donc Electrical Part, donc on est ici, à ce niveau-ci. Donc, vous constatez que quand vous allez voir les Siemens, les Schneider, les ABB, très belle entreprise d'ailleurs. Vestas également, c'est une belle entreprise. Con, c'est une très belle, c'est Kone ou Con, comme je ne sais pas comment on prononce ça ici. Donc, c'est également une belle entreprise. Le Grand, c'est également une très belle entreprise. Schindler, également une belle entreprise. Donc, quand on regarde ici, vous constatez que la moyenne des PER, on est aux alentours de 15 à 17 fois les bénéfices par là. D'accord? Le Schiller PI, voilà, on peut aller jusqu'à 20 fois les bénéfices. Mais bon, on va prendre ici la moyenne. Les meilleures entreprises peuvent aller à 20 fois les bénéfices. Les entreprises bof vont aller à entre 10 et 17 fois les bénéfices ici. Donc, moi, je dirais que cette entreprise ici, c'est une entreprise bof. Donc, voilà, rien d'extraordinaire. Donc, je vais mettre ici à 17, d'accord? Même pas 17, je vais mettre 10, 15, 17. Et vous allez voir pourquoi je dis que c'est une entreprise bof, d'accord? Quand on arrive le nombre d'actions ici, le nombre d'actions ici est de combien? Donc, on va aller regarder ici directement. On nous affiche ici combien pour le nombre d'actions. On est à peu près à 43 millions, donc 44 millions. Donc, quand on regarde ici sur Nexon, est-ce qu'elle a l'habitude de faire croître le nombre d'actions ici? Vous voyez ici au niveau de, voilà, Common Share Outstanding, le nombre d'actions augmente également. Je n'aime pas ça. Déjà, il faut savoir pourquoi est-ce que le nombre d'actions est de plus en plus élevé. Est-ce qu'on a fait des acquisitions, etc. Mais, enfin, on peut se dire que depuis 2014, ça ne bouge pas, d'accord? Donc, on a 44 millions d'actions ici, d'accord? Parfait. Maintenant, le free cash flow ou également la marge nette. On va comparer ici d'abord les free cash flow et la marge nette pour voir à peu près quel est le pourcentage de marge nette que cette entreprise traduit en free cash flow. Si c'est plus élevé, tant mieux, c'est moins élevé. Il faut se poser des questions parce que la marge nette doit à peu près se rapprocher. Si le free cash flow doit être soit égal à la marge nette ou supérieur à la marge nette. D'accord? Dans tous les cas de figure, on va ici au niveau de l'évaluation, donc trailing return. On va aller regarder quelles sont les marges ici. Donc on va arrêter, ça ne va pas être long. Voilà. Bon. Au niveau des free cash flow, voilà, pourcentage, voilà, c'est ici. Vous voyez que c'est moins d'1%. Parfois, on est à 6%. Après, on tombe à moins 0. Après, on tombe moins 28, à moins 0,28. On tombe ici à moins, encore en dessous de 0, 0,86, 0,92, 3,86, 2,64. Voilà, il n'y a rien de stable. Et vous commencez à remarquer que les entreprises extraordinaires, qui sont des entreprises de qualité, ont tendance à avoir des marges stables. D'accord? LVMH, c'est stable. Si c'est 10% il y a 10 ans, ça sera 10% ou plus maintenant. Si c'est 10% et moins, si c'est en dessous de la moyenne, ça veut dire qu'il y a un problème temporaire, ça peut être un problème ponctuel qui peut être gérable. Mais ici, ça, c'est une entreprise qui, aujourd'hui, on a 1%, demain, on a 2%, après-demain, on a moins 2%. Vous ne pouvez pas évaluer correctement cette entreprise. Non seulement le revenu est instable, bon, pas de grand-chose, mais les marges également sont instables. Donc, c'est un business assez compliqué. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais franchement, ça ne doit pas être un business extraordinaire. Et ou bien, ils n'ont clairement pas d'avantage compétitif dans ce domaine-là. Donc, ici, on constate que sur les 5 dernières années, la marge est à peu près de 0,78%, donc moins d'1%. On va être gentil si on va leur donner 1% en termes de marge nette, d'accord? Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Donc, je mettrai 1% en termes de marge nette. Donc, déjà, je sais que cette entreprise aussi,
Quand bien même on est à 1%, j'ai souvent eu l'habitude de voir certaines entreprises qui ont des marges très peu élevées parce que la marge, le pourcentage de la marge pour moi n'est pas synonyme de qualité. D'accord? Vous pouvez avoir des marges de 20% et ne pas être une entreprise extraordinaire. Vous pouvez avoir des marges de 1% et être une entreprise extraordinaire. Donc, il y a surtout les entreprises qui exercent dans le secteur de la distribution ont des marges très peu élevées parce qu'il faut être le plus efficient possible. Donc, généralement, ici, l'avantage compétitif, c'est par rapport à la taille et à l'efficience. Donc, ici, je pense que c'est à peu près dans ce genre d'activité-là que ce business se situe. Donc, dans tous les cas de figure, 1%, ça sera des free cash flow, c'est assez, je pense, c'est assez conséquent ici. Donc, quand on va regarder l'évaluation ici, 1% de 7 milliards, ça fait combien? 1% de 7 milliards, ça fait 70 millions. Donc, retenez bien ici, c'est PER, ici, c'est free cash flow. Donc, on met ici 70 millions également, 70, 70. Donc, 70 millions fois 10 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, on est à 15 euros. Fois 15 fois les bénéfices, toujours le même calcul, on est à 23 euros. Fois 17 fois les bénéfices, toujours le même calcul, on est à peu près 26 euros par là. Alors, j'aurais tendance à me situer aux alentours des... Voilà, je suis plutôt aux alentours des 15, des 23 euros par là. D'accord? Je pense que vu la qualité de cette entreprise-ci, elle n'est pas extraordinaire. Je ne peux pas payer plus que 15 fois les bénéfices. Et en plus, là, les résultats sont en dents de scie, donc je n'ai aucune garantie que demain, je n'aurai pas moins 1%, parce que si j'ai moins 1%, si les free cash flow sont négatifs, il va falloir prendre de la dette, etc. Ce n'est pas une entreprise qui est très endettée, mais son activité est trop compliquée. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Personnellement, c'est pas une entreprise dans laquelle je mettrai mon argent. Même quand on va regarder au niveau du dividende ici, ça m'étonnerait que ce dividende-là soit assez stable. Même si elle a les moyens de pouvoir payer un dividende ici. Moi, par exemple, si elle arrive à avoir des free cash flow à peu près de 20, de 70 millions par là, elle peut se payer un dividende à peu près, voilà, 20 millions par là. 20 millions par là pour le dividende, ça peut être compréhensible. Donc ici, on va aller chercher, donc contrôle F, on va chercher dividende. Voilà, on va vérifier ça ici. Voilà. Donc, on clique dessus. Je vais remonter ici. Quel est le dividende moyen qu'elle paie en date d'aujourd'hui? Voilà. OK. Elle paie à peu près un dividende aux alentours de... Enfin, ça s'arrête au mois de décembre 2021. Hein. 36 millions par là. Vous voyez qu'il n'est pas stable. Donc, le management lui-même n'est pas conscient de combien est-ce qu'il peut ramener chaque année. Parfois, on paye un dividende parce qu'on a ramené de l'argent. Parfois, on n'en paye pas du tout. Pourquoi ne pas juste payer un dividende moyen, par exemple? Voilà. Si je décide de donner 5 millions en termes de dividende, que je maintienne dans 5 millions, ça montre que je suis assez discipliné également. Donc, si aujourd'hui vous payez 40 millions, demain matin vous payez 1 million, après demain c'est zéro. Voilà, on aurait pu prendre le 40 millions, le diviser en, c'est pas moi, en 5 parties ou bien en 10 ans et se dire OK, on va payer au moins 40 millions, on va payer au moins 4 millions chaque année pour le dividende. Au moins, on sait qu'à la fin de la journée, le management est conscient qu'ils peuvent au moins rapporter minimum 4 millions pour pouvoir non seulement payer le dividende. Donc à la fin de la journée ici, je peux constater que c'est un management qui, voilà. Le dividende, couper le dividende ne me dérange pas, mais si vous coupez un dividende pour venir une année après payer 28 millions, après l'année qui suit 37, après réduire à 10, à 16, l'année suivante on met à moins 5, à 5, voilà, je pense qu'il n'y a pas une vision à long terme dans cette industrie-ci. D'accord? Enfin, c'est une bonne chose déjà de payer un dividende aussi minime parce qu'avant c'était juste intenable. Donc ici elle a la capacité de payer son dividende, mais c'est clairement pas une entreprise dans laquelle j'investirais. Donc aujourd'hui, si elle vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, donc vous avez 70 millions de free cash flow ici. Donc ici par rapport, vous savez que j'aime bien faire ce calcul-là. Donc ça vous donne un rendement de 2%. Vous constatez que si c'était un immeuble ici, 2% de rendement, il faut vraiment que ce soit extrêmement très, 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 très bien situé et que je puisse avoir la garantie que je peux augmenter les loyers. Ici, les marges sont erratiques, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, s'il fallait même acheter cette entreprise ici, moi, je dirais aux alentours de 10 euros par là, peut-être que je vais commencer à regarder. Mais clairement, même à 10 euros, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Et déjà, je ne sais même pas pourquoi est-ce elle se vend à des niveaux aussi élevés. Donc, ici, on va vous dire que c'est 21, on s'échange à 21 fois les bénéfices, mais est-ce que les bénéfices actuels sont durables? D'accord? Quand on va regarder la marge nette des free cash flow ici, la marge nette actuelle, où est-ce qu'on se niveau, à quel niveau on se situe? J'ai déjà dit à quel situe on se niveau. Mon Dieu. Alors, on va aller dans pas financial, donc on va aller dans trailing return, juste pour voir à peu près où est-ce qu'on en est en termes de marge nette ici, quoique je peux aller directement ici. Hein. Donc, en termes de marge nette, surtout sur les dernières années, donc on va mettre ça ici, sur le dernier mois. Donc, summary. Oh là là, ça me fait vraiment mal que mon Insta ait changé sa façon de présenter les résultats. Ça me dérange énormément. Alors, ici, on a des earnings per share aux alentours de 2 fois. On a 4,27 €. On a des free cash flow aux alentours de 5 euros. Mais est-ce que c'est durable?
Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on a 5 euros. En 2020, on avait 6. Avant, on avait 1. En 2010, c'était 1. Avant 2010, en 2017, on était à moins 1. En 2016 également, on était également à moins 1. Donc, c'est rien de stable. Donc, on ne peut pas se garantir que le 5 euros, on va le garder dans le temps. Or, ici, on recherche la stabilité ou la croissance. Donc, Nexan, c'est même pas une entreprise extraordinaire, en tout cas pas pour le moment. Et aujourd'hui, je ne vous encouragerai jamais à aller acheter quoi que ce soit dans cette compagnie-ci. Et si vous voulez acheter si vous voulez investir dans cette entreprise, peut-être en dessous de ces actifs tangibles nets par action, j'ai bien dit tangibles nets et non par rapport au book value, parce que le book value ici, c'est prend pas parfois en considération les actifs intangibles, qui parfois, ça dépend du bon vouloir du management. Aujourd'hui, ça peut valoir quelque chose, la marque, après, la marque, ça peut ne rien valoir également. Donc, ici, moi, je dirais qu'on n'a pas une opportunité d'investissement. Ce sont juste mes éléments ici pour pouvoir vous aider à faire vous-même vos propres recherches. Donc, attention, je vous ai présenté des marges. On était à 3, c'est plutôt 3,75 € parce que c'est en euros, excusez-moi. Donc, ici, ça, c'est 4 € en 2026, 4 € ici. Donc, on n'a rien d'extraordinaire dans cette entreprise aussi. Moi, je dirais, franchement, tenez-vous à l'écart. Il y a assez de très belles. Vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les entreprises qui se présentent à vous. Gardez uniquement en tête des entreprises de qualité. Il y a de belles entreprises qui se présentent en date d'aujourd'hui. Il y a, comme je le dis toujours à chaque vidéo, pour ceux qui sont en Europe, il y a Dassault Systèmes qui commence à être intéressant, qui est une belle entreprise, facile à comprendre, qui a également du potentiel de croissance. Le prix n'est pas extraordinairement bas, mais c'est un très bon prix d'entrée en date d'aujourd'hui. En tout cas, pour quelqu'un qui possède l'entreprise ou bien pour quelqu'un qui réfléchit à ancrer présentement sur cette compagnie-là, ça peut être un bon prix en date d'aujourd'hui. Donc ici, Nexan, comme je l'ai dit, pas une opportunité d'investissement. Idéalement, s'il faut l'acheter avec une marge de sécurité, moi je dirais aux alentours des 10-15 € par là, ça pourrait être intéressant, mais clairement, ce n'est pas une entreprise dans laquelle elle ne mérite même pas être dans une watchlist pour le moment. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.